Donc, je me présente à nouveau, Étienne Giguère, responsable d'information et de promotion sur les études à la Faculté des sciences et génies de l'Université Laval. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de mes consoeurs de la gestion des études, de Valérie Thériault, Nancy Duchesneau et Caroline Vallée, ainsi que de ma collègue au recrutement, Anne-Sara Daigle-Martin, qui pourront me donner un bon coup de main pour répondre à vos questions afin de s'assurer que vous ayez toutes les réponses aux questions que vous allez poser à la fin de la conférence. Alors, allons-y avec le déroulement de la rencontre. Donc, avant de commencer sur nos programmes, on va présenter l'université en bref. On va aborder ensuite la faculté des sciences et génies et les projets étudiants. On va aller après plus précisément avec les maîtrises avec mémoire et les maîtrises avec essai. On continuera avec les doctorats. Tout ça sera également bonifié des critères d'admission et des bourses qui sont rattachées aux différents cycles d'études. Et en terminant, la portion importante de la présentation, c'est les étapes qui vont vous mener à l'admission. Donc, on va vous demander évidemment d'être attentif et attentive durant toute la présentation et de porter attention particulièrement à cette partie du contenu. Et à la fin de la présentation, il y aura une période de questions où on va vous permettre de poser vos questions de vive voix si vous le souhaitez ou encore dans le Q&A. Et mes consoeurs, évidemment, là, comme je le disais tantôt, vont pouvoir me donner un coup de main pour bien répondre à vos questions. Alors, sur ce, débutons. Donc, l'Université Laval a été fondée en 1852. C'était la toute première université francophone à voir le jour en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, en 2024, on y compte un peu plus de 42 500 étudiants. Notre campus, comme vous pouvez voir, est assez vaste et bordé par plus de 60 En fait, sa superficie de 2 km² est composée de 60 d'espaces verts. Donc, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs pavillons, mais énormément d'espaces verts également. On est situé au cœur de l'arrondissement de Sainte-Foy dans la ville de Québec et on est à proximité de plein d'accès intéressants pour vous au niveau des centres d'achat, les épiceries, pharmacies, boulangeries. Donc, tout ça est facile d'accès à pied. Et si vous le souhaitez, on a également le réseau de transport de la capitale, donc le RTC, qui nous dessert très bien. Donc, le transport collectif passe sur le campus et vous pouvez aller un peu partout dans la ville de Québec facilement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en étant étudiante et étudiant à la faculté des sciences et de génie, en fait, à l'Université Laval, vous avez accès à un transport, un laissez-passer universitaire qu'on appelle le LPU, qui est inclus dans vos frais de scolarité, donc qui vous permet de circuler à volonté durant toute la session d'études. J'en profite pour faire une petite parenthèse pour vous dire là, que dans le clavardage, ma consoeur va placer au fur et à mesure là, des éléments que je vous mentionne, des liens. Donc, si vous avez besoin de consulter certaines informations spécifiques, vous pouvez regarder. On vous place les liens web dans le clavardage de cette conférence. Donc, vous pouvez voir que la faculté est composée de 17 la faculté, pardon, le campus est composé de 17 facultés sur le campus, de 40 pavillons d'enseignement, de recherche, de services et des installations sportives. Tous ces pavillons sont connectés par des tunnels souterrains. Donc, si jamais vous trouvez que les journées, des fois, sont un peu plus fraîches, ou comme vous savez, la ville de Québec, on reçoit quand même de la neige l'hiver et un peu de froid. Donc, les tunnels vous permettent de circuler aisément, peu importe la température, entre les différents pavillons. On a également, pardon, j'ai passé un peu vite, on a 4 résidences sur le campus, des résidences étudiantes qui sont relativement abordables à 410 par mois. Ce qu'on vous encourage à faire, en fait, si vous êtes intéressé de venir étudier chez nous, de ne pas tarder cet hiver, même si vous n'avez pas reçu votre réponse d'admission, à vous inscrire sur la liste d'attente en remplissant le formulaire qui sera disponible à quelque part en février ou mars. Donc, on vous invite là, avec le lien qui est là à surveiller régulièrement l'apparition du formulaire pour vous inscrire parce que les places s'envolent vite, malgré qu'il y a 2300 chambres. On a, comme on disait tantôt, le 42 500 étudiants, donc il y en a plusieurs qui souhaitent être hébergés ici sur le campus. Maintenant, au niveau des pavillons de la Faculté de sciences et génie, on en a 3. Le pavillon Vachon, où s'enseignent principalement les cours de sciences. Le PLT, le pavillon Pouliot, où tous les cours de génie et les ateliers de génie sont situés. Et le COPL, qu'on appelle le Centre d'optique et photonique laser,
évidemment, là, tout ce qui concerne ce domaine-là, les laboratoires s'y retrouvent. Pardon. Maintenant, la Faculté des sciences et génies, qu'on appelle également FSG, vous allez remarquer, on a plusieurs acronymes à l'Université Laval, donc la FSG sera celui qu'on va utiliser pour parler de la Faculté des sciences et de génie. Donc, quelques chiffres intéressants. On a 12 départements, une école, donc l'école d'actuariat. 8 300 étudiantes et étudiants étaient inscrits, en fait, sont inscrits actuellement à la faculté à cet automne, dont 1600 au deuxième et troisième cycle. Tout ça réparti pour les trois cycles là, en 99 programmes. On a 300 membres du corps professoral et chargés d'enseignement pour vous offrir les cours et vous encadrer au niveau de la recherche. Et nous sommes environ 200 membres du personnel pour offrir différents services sur la faculté. Je pense qu'on l'a placé également dans le clavardage, mais on a un lien intéressant pour aller faire des visites virtuelles si jamais vous êtes intéressé parce que vous êtes à l'extérieur actuellement et que vous voulez voir certains locaux de la faculté plus en détail. On a des visites virtuelles qui sont disponibles si ça vous intéresse. Donc, voilà. Au niveau de la vie étudiante, on a une vie étudiante qui est enrichissante, qui est très florissante. Là, on vous a donné quelques exemples ici avec les photos. On a la petite formule de course au bas de l'écran à votre gauche. Donc, c'est la formule SAE entièrement électrique. On a également l'avion en haut à gauche, l'avion cargo. On a également, là, qui n'est pas sur les photos, le canoë de béton. On a donc plusieurs comités. On a 19 projets étudiants, en fait, pour vous permettre de vivre des expériences concrètes en lien avec vos études. Deux grandes associations étudiantes, dont une pour les cycles supérieurs. On a 29 associations étudiantes départementales et on a évidemment de nombreux festivals et compétitions. Au niveau des services aux étudiants, on a une belle offre de services également, le groupe Synapse, pardon, qui est un groupe de pairs aidants par les étudiantes et étudiants de la FSG qui peut vous offrir du soutien si nécessaire. On a le Centre d'appui à la réussite avec l'acronyme CARRé qui offre du soutien au niveau des matières comme l'informatique et le génie logiciel. On a également le Centre de dépannage et d'apprentissage en mathématiques et en statistiques, le CDA, pour tous les gens qui voudraient avoir un peu de soutien au niveau des mathématiques et de la statistique. Un groupe d'étudiants finalement qui sont un peu plus avancés, qui vous offrent du support selon les besoins que vous avez. Et les journées passerelles qui servent en début de session à rafraîchir vos connaissances sur une matière ou l'autre, comme par exemple les mathématiques. Maintenant, pour démystifier un peu plus le système universitaire québécois, donc de savoir qu'il y a trois cycles d'études. Donc, au premier cycle, on retrouve principalement les baccalauréats sur une durée de 3 à 4 ans, mais également les certificats qui sont une durée d'un an et certains petits micro-programmes qui se suivent à temps partiel, mais qui ne sont malheureusement pas disponibles quand on vient étudier avec un permis d'études. Au niveau du deuxième cycle, donc principalement, on y retrouve la maîtrise, mais également les DESS, donc les diplômes d'études supérieures spécialisées, qui sont un peu plus courts que les maîtrises, qui sont d'une durée d'un an, les maîtrises pour une durée de 2 ans. Et au niveau du doctorat, en fait, du troisième cycle, se retrouvent les doctorats, donc pour une durée de 3 à 4 ans, tout dépendamment là, de votre rapidité avec laquelle vous évoluez dans le programme. À retenir que au niveau non, je vais me permettre de vous donner une spécificité un petit peu plus tard par rapport à nos programmes. Peut-être juste retenir effectivement qu'au niveau de la maîtrise, contrairement au master qu'on peut voir dans certains pays, ici, on ne peut pas choisir le master 1 ou le master 2. C'est vraiment une maîtrise qui se fait sur 2 ans. Donc, quand on embarque dans un programme de maîtrise, c'est pour le faire sur 2 ans. Les sessions universitaires maintenant, donc on a trois sessions possibles. Donc la session d'automne qui se passe de septembre à décembre. Donc actuellement, on est dans la session d'automne. Et la session d'hiver qui est de janvier à avril. Et la session d'été qui débute tout de suite après la session d'hiver, donc de mai à août. Donc les sessions sont d'une durée de 15 semaines. Les maîtrises maintenant. On a deux types de maîtrise, donc la maîtrise avec mémoire ou la maîtrise de recherche. On a également la maîtrise avec essai ou la maîtrise professionnelle. Donc, quelques détails intéressants à remarquer. Les maîtrises, je l'ai mentionné tantôt, sont d'une durée de 2 ans. Par contre, pour la maîtrise avec mémoire, c'est une maîtrise qui va demander de faire 6 sessions d'études. Donc, c'est pour ça qu'à la diapo précédente, je parlais de sessions d'été. Donc, dans ce cas-ci,
La maîtrise est sur les 3 sessions dans l'année, donc c'est en continu pendant les 2 années. Tandis que la maîtrise professionnelle, donc la maîtrise avec essai, c'est une maîtrise qu'on va faire pendant l'automne et pendant l'hiver. Et souvent, pendant la période d'été, on est libre ou on va travailler ou certains vont faire des stages, mais ce n'est pas une session d'études dans la maîtrise. Si on revient à la maîtrise avec mémoire, donc c'est principalement orienté vers la recherche dans un domaine spécifique. On doit trouver une direction de recherche avant de faire notre demande d'admission et ça, je vais y revenir. Évidemment, ça va être le cœur de la présentation un peu plus tard, dans quelques minutes. Les gens qui s'y inscrivent, c'est souvent parce qu'ils ont de l'intérêt à poursuivre vers le doctorat, donc vers le troisième cycle. Et il y a de belles bourses d'études qui sont disponibles pour les gens qui font des études avec la mémoire, avec la maîtrise avec mémoire. Du côté de la maîtrise avec essai, c'est souvent parce qu'on vise à se spécialiser dans un domaine. La maîtrise va être composée principalement de cours et de stages et c'est clairement orienté vers le marché de l'emploi. Donc, à retenir qu'avec la maîtrise avec essai, là, on ne se dirige pas vers le troisième cycle. C'est pour une sortie vers le marché de l'emploi une fois la maîtrise complétée. Allons un petit peu plus en détail maintenant avec la maîtrise avec mémoire, donc la maîtrise de recherche. Donc, au niveau des préalables, ce qu'il faut retenir pour une maîtrise qu'on voudrait faire dans un domaine de génie, et on va exiger 17 années de scolarité préalable et on va également vous demander une moyenne minimale de 12 sur 20 ou de 75 ou encore de 3 sur 4, tout dépendamment là, du milieu d'où vous arrivez. Pour ce qui est d'une maîtrise en sciences et en technologie ou en technologie de l'information, on va encore là vous demander un grade de premier cycle, mais avec 16 années de scolarité cette fois-ci. Et même chose au niveau de la moyenne, on est toujours sur 12 sur 20, 75 ou 3 sur 4. À retenir, là, je vais revenir sur les autres détails un peu plus tard dans la présentation, mais à retenir, je l'ai mentionné tantôt ici, on doit avoir l'accord d'encadrement avant de déposer notre demande d'admission. Donc, on va revenir en détail tantôt comment aller chercher cet accord et de retenir que pour la session d'automne 2025, la date limite est le 1er février 2025. Donc, dans quelques mois, c'est déjà la date limite pour déposer votre demande d'admission. Donc, les démarches là, de sollicitation au niveau de l'encadrement doivent se faire dans les prochaines semaines, idéalement. Au niveau des programmes, donc je vais vous les énumérer. On a 20 programmes de maîtrise avec mémoire, donc actuariat, biochimie, biologie, biophotonique, biostatistique, chimie, informatique, mathématiques, microbiologie, physique, physique médicale, sciences de la Terre et statistiques sont les programmes pour les sciences et la technologie de l'information. Pour le génie, maintenant, on a génie chimique, génie civil, génie des eaux, génie des matériaux et de la métallurgie, génie des mines, génie électrique et génie mécanique complète pour les 20 programmes de la maîtrise avec mémoire. Au niveau des bourses d'études qui sont disponibles pour la maîtrise avec mémoire, on a quelques bourses intéressantes. Donc, la première, c'est les bourses ESSAR de la FSG, donc des bourses spécifiques à la Faculté des sciences et génie de l'Université Laval. C'est des bourses en réalité de 10 000 par année, mais qui sont appariées par la FSG. Ce que ça veut dire, c'est que le professeur met un montant, donc lui, avec ses fonds de recherche, va mettre un 10 000 mais la faculté, on va remettre un 10 000 canadien. Donc, au total, ça fait 20 000 annuellement. Donc, 20 000 pour la première année, 20 000 pour la deuxième année. Donc, pour vous permettre là, de vous concentrer sur vos études. Les bourses CRSNG sont des bourses qui viennent du gouvernement canadien. Donc, des bourses de 27 000 pour les 12 premiers mois. Donc, c'est du financement qu'on va obtenir seulement pour une année. Tandis qu'au niveau des bourses FRQ, donc qui viennent du gouvernement provincial, le gouvernement du Québec, c'est des bourses de 20 000 par année pour 6 sessions maximum. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on pourra obtenir le financement consécutivement pour 2 années. Ce qui est à retenir là, sur les dates limites, donc j'ai mis la bourse ESSAR fin mars. Donc, si on vise une entrée aux études à l'automne 2025, vous aurez eu le temps d'avoir une réponse d'admission pour faire votre demande à la fin mars 2025. Cependant, pour la bourse CRSNG, la date limite, c'est le 1er décembre, donc 1er décembre qui s'en vient dans quelques jours. Et malheureusement, pour la bourse FRQ, la date limite est déjà dépassée. Donc, c'est des bourses qu'il faut faire les demandes relativement à l'avance. Donc, je poursuis. Au niveau de la maîtrise avec essai, la maîtrise professionnelle.
Donc, les préalables sont les mêmes pour les maîtrises au niveau du génie. On va vous demander 17 années de scolarité au niveau du grade premier cycle et on va vous demander également une moyenne de 12 sur 20, 75 ou 3 sur 4. On est du même côté des critères au niveau des préalables. En fait, c'est la même chose au niveau des sciences et des technologies de l'information. Donc, on vous demande également un grade de premier cycle avec 16 années de scolarité cette fois-ci et toujours la moyenne minimale de 12 sur 20, 75 ou 3 sur 4. Cette fois-ci, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faudra trouver éventuellement une direction pour vous encadrer au niveau de votre essai à rédiger à la fin de votre parcours. Par contre, cette demande-là d'encadrement se fait après la demande d'admission, même souvent pendant la première session. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci à faire les démarches rapidement. Et nous sommes toujours sur les mêmes dates limites, c'est-à-dire le 1er février 2025 pour une entrée à l'automne 2025. Au niveau des programmes d'études, on en a 13. Alors, je vous les énumère rapidement. Au niveau des sciences et de la technologie de l'information, on a l'actuariat, on a biogéosciences de l'environnement, on a biostatistique, informatique, informatique intelligence artificielle, mathématiques, sciences de la Terre, technologie environnementale et statistique. Au niveau du génie, on a génie civil, technologie environnementale, génie aérospatial ainsi que génie aérospatial environnement virtuel et le génie électrique. Peut-être un petit élément mentionné au niveau de la maîtrise professionnelle en actuariat. Maintenant, c'est tout nouveau en sélectionnant cette maîtrise-là pour les gens qui arrivent avec une formation différente, c'est-à-dire une formation qui aurait plutôt une formation en mathématiques avec forte concentration en statistique ou encore un baccalauréat en statistique. Il est dorénavant possible de faire un cheminement spécial au niveau de cette maîtrise-là pour obtenir l'agrément d'actuaire. Donc, c'est une nouveauté offerte dans le cadre de ce programme. Au niveau des doctorats maintenant. Au niveau des caractéristiques, à retenir que le doctorat se font à temps plein sur une durée de 3 à 4 ans, donc de 9 à 12 sessions. Et on est un peu comme la maîtrise avec recherche, donc c'est en continu, donc session d'automne, d'hiver et d'été. À ce moment-ci, c'est de la recherche dans un domaine spécifique. Vous allez être un petit peu plus autonome. On vous donne un peu plus de responsabilité au niveau là, du pilotage de votre projet de recherche. Il va y avoir la rédaction et la soutenance d'une thèse au terme de votre cheminement d'études. Vous devrez également trouver une direction de recherche avant de déposer votre demande d'admission. On a également des bourses d'études qui sont disponibles et c'est souvent les gens qui vont choisir pas la maîtrise, pardon, mais le doctorat. C'est des gens qui vont avoir de l'intérêt pour une carrière en recherche ou encore dans le monde universitaire. Plus spécifiquement, au niveau des préalables, on va vous demander de posséder un grade de deuxième cycle, donc l'équivalent de la maîtrise nord-américaine ou du master 2 dans le domaine visé et encore une fois d'avoir une moyenne minimale de 12 sur 20 ou de 75 ou de 3 sur 4 pour chaque année d'études requises. Et comme je l'ai mentionné tantôt, on va obtenir l'accord d'encadrement avant de déposer sa demande et on est sur les mêmes dates limites. On parle de l'automne, on parle du 1er février 2025 pour la session d'automne 2025. Les programmes d'études, on en a 19 pour les doctorats. Donc, actuariat, biochimie, biologie, biophotonique, chimie, informatique, mathématiques, microbiologie, le doctorat interuniversitaire en océanographie, la physique et les statistiques. Du côté de nos programmes de génie, on a génie chimique, génie civil, génie des eaux, génie des matériaux et de la métallurgie, génie des mines, génie électrique, le doctorat interuniversitaire en sciences de la Terre, ainsi que le doctorat en génie mécanique. Au niveau des bourses d'études pour le doctorat, j'en ai ajouté une de plus. On a les bourses d'exception, donc il n'y a pas d'urgence là, pour faire cette demande-là. On le fait à la fin de la session, de la première session en cours. Donc, ce que ça vous permet, en fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va chercher cette bourse-là, ça vous permet de payer des frais de scolarité là, au tarif québécois, donc le même tarif que les étudiants du Québec vont payer. Donc, ça devient très intéressant. Et ça ne vous empêche pas d'aller chercher l'une ou l'autre des trois bourses là, dont je vous ai mentionné tantôt. Les différences ici, c'est que les montants sont majorés. Donc, pour la bourse SR, le montant est un peu plus élevé. On le voit pour la bourse CRSNG aussi, on est passé de 27 000 à 40 000. Et pour la bourse FRQ, on est passé de 20 000 à 25 000.
par année. Donc, c'est ici les nuances à apporter là, au niveau des bourses. Il y a toujours un critère d'excellence, évidemment, là, quand vient le temps de déposer nos candidatures pour ces bourses-là. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous présenter les 5 étapes pour les admissions au niveau des maîtrises avec mémoire et doctorat. Donc, on vous invite là, à être attentif et attentif. C'est important, là, les informations avant de contacter, en fait, un professeur ou une professeure. Donc, la première étape, c'est de bien se renseigner sur la recherche qui est faite ici en sciences et génie. Et pour ce faire, ce qu'on vous suggère, c'est d'aller consulter d'abord l'index des classes et des domaines de recherche qui va vous permettre de voir, en fait, là, les différents domaines qu'on a actuellement dans lesquels se fait de la recherche, mais aussi de voir qui y travaille. Et à ce moment-là, de repérer des membres du corps professoral et ensuite d'aller consulter leur site Web. Et ce qui est intéressant, c'est que les professeurs, maintenant, sur leur site Web, ont l'opportunité de mettre s'ils sont actuellement en période de recrutement ou non. Donc, c'est très visible sur la page Web des professeurs. Ils vont également mettre de l'information sur les projets de recherche en cours. Ils vont également vous mettre les liens vers leurs publications. Donc, c'est une source d'information très importante à consulter pour vous faire une tête puis voir un peu si les domaines de recherche et les professeurs, si vous avez de l'intérêt du moins pour certains domaines de recherche et ensuite voir si vous avez le goût de collaborer avec certains de ces professeurs-là. On vous invite aussi à vous questionner sur certains éléments qui ont peut-être porté votre attention dans les informations que vous avez récoltées après avoir consulté ces pages web. Donc, est-ce que ce que vous avez vu, c'est près de vos préoccupations de recherche? Est-ce que vous connaissez même déjà des étudiants ou des étudiantes qui sont encadrés par ces personnes-là? Est-ce que vous avez de l'information sur le fonctionnement des laboratoires? Est-ce qu'actuellement sont-ils actuellement en période de recrutement? Et est-ce qu'ils ont annoncé du financement ou des bourses pour leurs étudiants à superviser? Ensuite, ben, c'est important de bien cibler le programme d'études parce que certains professeurs vont superviser des recherches dans plus d'un programme d'études. Donc, c'est important de bien s'assurer là, que vous désirez postuler sur le bon programme. Donc, on vous invite à aller consulter la liste des programmes d'études et de prendre connaissance également des conditions d'admission. Donc, le diplôme exigé, la moyenne de cheminement minimale requise, quoique je viens d'en parler, et si jamais il y avait scolarité préparatoire à faire ou suggérée, on va vous le mentionner également dans la section conditions d'admission. Et si jamais ce n'était pas pour une admission à l'automne 2025, bien, on vous invite à consulter également les dates limites en fonction de la session visée. Et pourquoi on met une date limite assez tôt? C'est parce que vous avez des démarches à faire, là, entre autres pour le permis d'études, qui demandent un certain temps. Donc, on vous suggère de ne pas tarder quand c'est le temps de faire une demande d'admission. La troisième étape, et qui est très importante, c'est qu'une fois que vous avez récolté toutes ces informations, bien, il faut préparer notre première communication auprès des ou du membre du corps professoral que vous voulez aborder. Et la première chose, c'est la lettre de motivation, qui se veut courte et accrocheuse. On vous a placé dans le clavardage un petit aide-mémoire là, pour aider à la rédiger, mais je vais attirer votre attention sur certains éléments importants. Dans cette lettre-là, ce qu'on va mentionner rapidement, c'est le programme d'études visé. Vous allez également présenter brièvement vos études antérieures. Vous allez spécifier aussi votre motivation, évidemment une motivation en lien avec les études et la recherche. Vous allez, s'il y a lieu, nous parler de votre expérience en recherche, faire un lien également avec les compétences que vous avez acquises jusqu'à maintenant, donc votre rigueur scientifique, votre capacité à communiquer, votre esprit d'analyse, encore votre capacité à faire synthétiser vos idées, puis votre autonomie, je dirais, là, dans un laboratoire. Puis également, vous pouvez donner des informations sur la qualité de votre dossier scolaire sans aller trop dans les détails, puisque on va vous demander également de joindre votre relevé de notes. Puis vous pouvez également parler de vos objectifs professionnels. Donc, vous comprenez que c'est quand même beaucoup d'informations, mais qu'on veut de façon succincte. Donc, on vous suggère d'utiliser des phrases courtes, regrouper vos idées. Et au niveau de la formule de politesse, ben, on y va simplement. Donc, dans des salutations polies, mais sans exagération, ça va éviter justement de trop mettre de contenu à ce niveau-là. Et on veut quelque chose de personnalisé au niveau de la communication. Donc, idéalement, là, rien de générique où vous adressez à monsieur, madame ou à l'ensemble du groupe professoral, puisque souvent les professeurs, c'est un des critères, là, quand ils voient que c'est trop général, souvent ils vont passer à un autre dossier. Donc, soyez personnalisés, adressez-vous directement à la personne là, dans vos communications. Le deuxième élément, évidemment, c'est de joindre les relevés de notes. Et là, j'attire votre attention sur l'aspect lisibilité des copies de l'ensemble des relevés de notes que vous mettez. Donc,
Assurez-vous d'avoir une bonne qualité de numérisation du document, de bien les identifier. Donc, si vous fournissez plus d'un relevé de notes, assurez-vous qu'ils sont bien identifiés également. Ça vaut pour l'ensemble des documents que vous mettrez en pièce jointe. Ce sera valable éventuellement là, dans une prochaine étape quand vous ferez le dépôt de votre demande d'admission. Nous autres, au service, là, ben, l'équipe au niveau des admissions aime bien, ils s'y retrouvent facilement quand les documents sont bien identifiés. Au niveau du curriculum vitae, donc le CV, euh, vous avez probablement déjà un CV. On va vous donner quelques petits éléments à porter attention, mais le guide de rédaction du CV va vous aider également. Donc, sachez qu'au niveau là, du Québec, dans les CV, on ne met pas de photo. Donc, on ne met pas notre photo personnelle. On ne met pas également notre date de naissance. Donc, ces informations-là sont des informations discriminatoires qu'on ne veut pas mettre dans un CV. On va y aller de l'avant surtout avec des informations sur notre formation, donc les diplômes obtenus. Si vous avez fait de la formation continue, si vous avez un profil particulier au niveau de l'université, vous pouvez le mentionner. Vos implications, donc au niveau des stages, au niveau de certaines associations étudiantes, est-ce que vous avez fait, vous êtes membre de CA, donc est-ce que vous avez donné des conférences? Donc, toutes les implications que vous allez juger pertinentes en lien avec les études et la recherche, on va les mentionner dans le CV. Si vous avez participé à l'organisation d'événements, par exemple, ou si vous avez pris des notes pour d'autres personnes dans le cadre de certains cours, c'est tous des éléments qui peuvent être importants de mentionner. Bon, également, si vous avez de l'expérience en emploi, on va y aller avec les plus récentes et les plus pertinentes aussi. Et si vous avez gagné des bourses, si vous avez reçu des mérites, si vous avez participé à des publications, ben, également, vous allez le mentionner. Et dans le CV, on ne veut pas mettre des références. Donc, il y a une section, là, je vais l'aborder dans quelques instants au niveau des références. Donc, dans le CV, on ne met pas les références. Et idéalement, on ne voudrait pas que le CV soit plus long que 2 pages. Donc, on veut que ce soit bien structuré, bien regroupé, une information assez facile à lire, assez aérée. Puis évidemment, on veut assurément que vos coordonnées s'y retrouvent également en en-tête de CV. Le dernier élément est au niveau des références. Donc, on ne veut pas une lettre de référence de la part de vos répondants. L'Université Laval vous fournit un document standardisé qui s'appelle le rapport d'appréciation. Donc, selon les programmes, on va vous en demander 2 ou 3. Ça va être écrit dans les conditions d'admission. Ce qu'on vous demande, c'est d'utiliser ce document-là et de l'envoyer à vos répondants. Facile à répondre, c'est un document de 2 pages. La première page, c'est vraiment plus des petites informations nominatives, des cases à cocher. La deuxième, c'est une section avec du champ texte qui est à compléter sur l'appréciation. Donc, les répondants peuvent être des professeurs, des directions de recherche, des employeurs, des superviseurs de stage, mais ne peuvent pas être un autre étudiant qui a étudié avec vous, qui a collaboré dans un laboratoire, ou un collègue de travail, ou encore un parent ou un ami. Donc, ces gens-là qui sont vos répondants doivent être en mesure d'apprécier vos antécédents scolaires ou encore vos capacités en contexte de recherche, de laboratoire ou vos réalisations en stage ou encore même vos compétences transversales en emploi. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que vous leur transférez ce document-là, qui est un PDF. Vous leur suggérez, c'est déjà écrit en tête, mais rappelez-leur de bien télécharger le document, de ne pas le remplir à partir d'une page web, de l'enregistrer, de vous le retourner une fois complété. Et c'est vous qui allez le joindre à votre envoi et éventuellement à votre demande d'admission. Eh bien, maintenant, vous êtes prêt à communiquer avec le membre ou les membres du corps professoral avec qui vous voulez entrer en contact. Donc, on y va par courriel, avec un courriel dans lequel il y a un objet qui est bien précis et évocateur, donc quelque chose de très clair comme demande d'encadrement à la maîtrise en biologie avec mémoire. Et dans le courriel, on ne va pas redire ce qu'on mentionne dans la lettre de motivation. Donc, on est très bref. Dans un premier temps, on s'assure d'envoyer le courriel à une seule personne. Donc, si vous sollicitez plus d'un membre du corps professoral, bien, vous ferez plus d'un envoi à ce moment-là. Et assurez-vous d'avoir évidemment là, une communication qui est personnalisée. Et dans le courriel, rapidement, là, en fait, là, vous lui faites un rappel sur la session d'admission que vous visez. Vous mentionnez le projet d'études ou les projets pas les projets d'études, pardon, le projet de recherche ou les projets de recherche avec lesquels vous voulez, ben, sur lesquels vous voulez collaborer. Vous l'invitez à consulter les documents pièces jointes. Vous avez une fois de plus des salutations qui sont polies, mais sans exagération, pardon. Et vous vous assurez une fois de plus que votre nom et vos coordonnées se retrouvent au bas du courriel. Une fois que c'est envoyé, bien évidemment, vous avez joint vos documents, là. Une fois que c'est envoyé, soyez patient, patiente. Donnez-vous une dizaine de jours ouvrables, donc environ 2 semaines, pour obtenir une réponse. Sachez que les professeurs, selon le moment de l'année, peuvent être très occupés justement par leurs équipes de recherche et l'enseignement. Donc, des fois, ils peuvent avoir un peu de délai dans le retour de leur courriel. Si jamais, après 10 jours ouvrables, vous n'avez pas de réponse,
allez-y avec une relance. Donc, très simple, vous reprenez le même courriel, vous rejoignez à nouveau vos pièces jointes, vous pouvez changer l'intitulé ou rajouter rappel ou relance, et on y va avec le même message qu'on leur retourne. Il pourrait arriver malheureusement là, que malgré une relance, vous restiez sans réponse, malgré que vous ayez un dossier de candidature qui est bien ficelé, que vous ayez bien préparé vos documents, que tout ça soit bien fait. Pour différentes raisons, bon, le professeur ou la professeure pourrait avoir atteint son nombre maximal de candidats-candidates à superviser dans son équipe. Peut-être que votre profil, malgré qu'il soit très intéressant, mais ne corresponde pas aux besoins de recherche du professeur ou de la professeure. Peut-être que le financement pour cette équipe-là est limité. Donc, ou peut-être que le groupe de recherche est déjà, vient juste de commencer, ou ce que vous visez comme session pour commencer ne correspond pas aux dates et échéanciers du projet de recherche. Donc, plusieurs raisons peuvent amener au fait que votre candidature ne reçoive pas une réponse positive ou ne reçoive pas du tout de réponse. Et je comprends que ça pourrait être frustrant, mais malheureusement, ça arrive dans plusieurs cas là, que les professeurs ne vous donnent pas de retour si elles ne vous sélectionnent pas. Donc, je vous dirais, si c'est le cas, ben, à ce moment-là, vous pouvez refaire vos devoirs, reconsulter d'autres pages web de professeurs et refaire la démarche de sollicitation d'encadrement. Si la réponse est positive, ben, on peut passer à la dernière étape, c'est-à-dire de déposer votre demande d'admission. Donc, la demande d'admission se fait à partir du portail web monportail.ulaval.ca. Donc, évidemment, la première étape sera de créer votre compte et ensuite de déposer les différents documents et ainsi que compléter les choses qui vous sont demandées. Donc, en fait, il faudra mentionner le cycle d'études. À ce moment-ci, on parlera de deuxième ou de troisième cycle. Vous allez pouvoir spécifier le domaine de recherche, évidemment d'identifier le ou la membre du corps professoral qui va vous encadrer, téléverser tous les documents incluant la preuve écrite d'encadrement. Donc, normalement, la personne qui accepte de vous encadrer va vous avoir envoyé, pardon, minimalement un courriel ou peut-être une lettre donc officielle. C'est ce document-là qu'il faut joindre et qui, je vous dirais, ouvre la porte à l'admission. Donc, assurez-vous d'avoir cette information-là écrite au moment de déposer votre demande d'admission. Et ensuite, ben, il faut payer les frais d'admission. Donc, c'est seulement une fois que toutes ces étapes sont faites, donc de déposer les documents, de bien compléter votre demande d'admission et d'avoir payé le frais de 99 canadiens, que votre demande va commencer, en fait, que l'analyse de votre demande va débuter. Et les délais normaux là, sont de 6 à 8 semaines pour obtenir une réponse d'admission. Et peu importe la réponse, là, normalement, si vous avez obtenu une réponse positive d'encadrement, la réponse devrait également être positive, mais elle passe quand même entre les mains là, de la direction de programme. Mais sachez là, qu'il y a un délai de traitement qui est normal de 6 à 8 semaines pour avoir une réponse. Donc, voilà pour la dernière étape qui est la demande d'admission. Donc, j'aurais complété le contenu que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler là, que vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, donc que ce soit la page Facebook, Instagram ou notre chaîne YouTube, ou encore vous pouvez consulter notre page web, donc la page FSG, fsg.ulaval.ca. Et probablement qu'on l'a placé ou on le placera dans quelques instants dans le clavardage. On a également la possibilité là, de prendre rendez-vous. Pardon, ben, vous pourriez prendre rendez-vous avec nous, mais là, avant de prendre rendez-vous, on va répondre à vos questions en direct. Mais de poser vos questions après la rencontre, si jamais des questions n'avaient pas été répondues, on a un petit formulaire de demande d'information là, qui est sur la page web du site fsg.ulaval.ca. Donc, vous avez simplement à aller remplir ce formulaire-là rapidement en nous posant des questions précises et il nous fera plaisir d'y répondre. Euh, avec un peu de délai, là, habituellement, on répond assez rapidement. Donc voilà,